Je suis particulièrement ravi d'animer et de modérer cette table ronde à deux titres. D'abord parce que c'est un sujet qui me passionne et qui m'a toujours animé durant toute ma carrière hospitalière, la place des proches en réanimation. Et deuxièmement parce que je suis entouré de trois experts amis que je connais bien, que j'apprécie et qui sont particulièrement bien placés pour aborder les deux volets de cette table ronde, le don du corps à la science et le don d'organes, qui sont des choses complètement différentes. Ces deux thèmes, don du corps et à la science et don d'organes, dans ce contexte, on est plus que jamais au cœur du sujet d'aujourd'hui. Autonomie pour le défunt, et puis vulnérabilité surtout pour les proches, plus que jamais, pour ces personnes qui sont face à la mort d'un être aimé. Avec une petite confrontation supplémentaire, qui est toujours un petit peu particulière, la nécessité de l'abord et du don d'organes ou du don de corps, mais ça a été anticipé. Alors, on va commencer par le don du corps. À la science, j'ai aucune compétence dans le domaine, c'est clair. Par contre, j'ai une expérience que j'avais envie de vous livrer et ce qui va me permettre de amorcer les trois questions que j'aurai à poser à Grégoire. Je suis sollicité pour être personne de confiance d'un couple de 85 et 86 ans, que je connais bien, et qui ont 7 enfants. Et ces personnes me livrent des directives anticipées qu'ils avaient rédigées, claires, précises, et souhaitent faire don de leur corps à la science. Arrive la discussion familiale. Sur les 7 enfants, 6 sont tout à fait d'accord avec le souhait des parents et l'acceptent, trouvent même que c'est plutôt quelque chose de positif. Et l'une ne peut pas. Elle est dans une vulnérabilité telle qu'elle dit « mais c'est pas possible et on est au bord de la rupture familiale, je ne pourrais pas vivre ça, je ne pourrais pas accepter de penser que mes parents ont été disséqués, même pour... le bien de la science, pour moi, c'est impossible. Et vraiment, on est au bord de la rupture, et presque en disant, vous faites ce que vous voulez, mais si vous faites ça, on ne se verra plus parce que ce n'est pas possible. Alors, du coup, cette anecdote qui m'a toujours un peu marqué m'amène 3 questions, Grégoire. La première, est-ce que tu peux nous, parce que je n'ai pas de compétences, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres sur le don du corps à la science, en France, à Caen particulièrement? Quelle est la place offerte aux proches? Parce que ça, ce que je vous rapporte, c'était de manière anticipée, mais des fois, les gens ne sont pas prévenus, et tout d'un coup, il leur arrive cette décision un petit peu brutalement. Et troisième question, ça va te permettre de développer, est-ce que dans ton équipe, vous avez déjà rencontré des situations de tension, voire de conflit, par rapport au don du corps à la science? Alors déjà, sur les chiffres, il y a 2 chiffres qui sont des chiffres qu'il faut appréhender avec une certaine complexité. Puisqu'on est dans une temporalité du don longue, il y a en gros 30 000 donneurs inscrits sur les registres, puisque à partir de tout âge de la vie, dès que vous êtes majeur, vous pouvez vous inscrire. En gros, les inscriptions se font plutôt passer 65-70 ans. Et vous avez 30 000 personnes potentiellement donneurs, et vous avez en gros 3 000 à 4 000 dons par an. Donc, c'est le flux de ceux qui décèdent. Et sur Caen, en gros, il y en a 180 à 200 par an. Voilà. Donc, il y a ce flux continu. Avec un élément important dans le débat public, c'est qu'il y a donc des gens qui ont consenti aux dons il y a 20 ans, 30 ans, dans un cadre qui n'était pas forcément le cadre d'aujourd'hui, en ce qui concerne le sujet de l'information des proches, la sensibilisation de son environnement. Question un peu... annexe, il faut bien que je la place, c'est que c'est un don volontaire de son vivant auquel les proches ne peuvent rien dire. Les proches ne peuvent ni s'opposer, ni témoigner de la volonté, donc on n'est pas du tout dans le don d'organes, et donc c'est un élément qui, pour ceux qui n'ont pas été préparés, s'abat sur eux. Et autre chiffre que tu ne m'as pas demandé, mais que je donne, c'est le propre des études qu'on a menées, on sait que 40% des donneurs n'en parlent pas à leurs proches, dans l'antériorité, mais également encore aujourd'hui, parce qu'ils savent que c'est source de conflits et de symboliques compliquées. Donc 40% n'en parlent pas, ne savent pas comment parler ou ne souhaitent pas en parler. Voilà. Donc au moment où le décès survient,
je réponds à ta question annexe. Oui, c'est violent pour des proches qui apprennent cette démarche dans une temporalité contrainte et qui nous sollicitent en disant oui, est-ce qu'on peut s'y opposer? Et la réponse est non. Donc tout l'accompagnement se fait de manière assez rapide et violente et lie des acteurs comme nous qui dirigeons les centres du don du corps ou les acteurs du funéraire qui sont confrontés à cette situation-là. Donc vous voyez que dans l'incantation collective qui consiste à dire « parlez-en à vos proches », comme on dit dans le don d'organes, on devrait continuer bien sûr à le dire dans le don du corps, mais je pense qu'il y a une complexité symbolique différente que vous avez déjà appréhendée, c'est le fait que le corps est substitué au travail de deuil parce que ce corps, contrairement au don d'organes, ne revient pas aux familles. Et en plus, s'il pourrait revenir, parce que la loi autorise désormais qu'il revienne, mais j'y reviendrai tout à l'heure, dans un délai qui peut être de 3, 4, 5 mois, parce qu'il faut informer ce qu'est un centre des dons du corps, l'usage des corps. Si vous avez donné votre corps au mois de juin, parce que vous décidez au mois de juin et que la fac ne rouvre qu'au mois de septembre, octobre, bien évidemment, le corps ne pourrait, dans l'hypothèse où ce choix est fait. Voilà. Donc les proches sont rattrapés par tout ça. Voilà, c'est important. Alors, où je voudrais aussi arriver à un débat, puisque Gilles Recolmen est avec nous, c'est que les proches sont rattrapés par autre chose. Et c'est pour ça que je disais ce matin que ce travail devrait être remis sur le métier dans le cadre de la révision des prochaines lois de bioéthique. D'abord, c'est arrivé dans une loi de bioéthique, dans un élément de catastrophe qui était l'affaire du scandale des Saint-Pères, d'un centre qui a dysfonctionné alors que les autres centres du don du corps en France travaillaient de façon admirable. Mais le sujet n'a pas été traité de fond. Et donc, on a dit c'est mis dans les lois de bioéthique, mais rien n'a été pensé. Et ce qui n'a pas été pensé, c'est quand même la question de ce don inconditionnel. Gilles, on a écrit là-dessus. Il faut que vous sachiez que les proches vont être confrontés à l'avenir dans une autre problématique, qui va être celle aussi de ceux qui gèrent les centres, c'est qu'on risque d'avoir plus de corps que l'on en a besoin. Et que donc il y a un choix de société à faire. C'est de se dire, est-ce que les facultés de médecine et l'université vont être le lieu de passage de corps dont on n'aura pas besoin? C'est-à-dire que si on a besoin de 180 corps et qu'on en a 200, 220, 250, et que quelque part on va créer un circuit funéraire annexe, ou est-ce qu'on va devoir redire à ses proches, nous n'avons pas besoin de ce corps dont pourtant le défunt a souhaité faire un don, mais du coup, les organisations des obsèques vous incombent, et il faut aussi dire, y compris au plan financier. Donc vous voyez que moi je suis là pour énoncer les questions, la société devra se prononcer sur ces questions. Et autre évolution que les textes qui ont été faits un peu rapidement ont mis en œuvre, c'est qu'on a dit, puisque c'est violent pour une famille de ne pas pouvoir recevoir ce corps, il est proposé au nouveau donneur de pouvoir faire un choix, de soit voir les cendres de son corps restituées à la famille, soit de voir le corps restitué à la famille. Sur ce deuxième point, ceux qui gèrent les centres de corps, les spécialistes un peu du domaine, disent qu'il faut rappeler que c'est compliqué et pas possible, et qu'il y a des promesses qui n'auraient pas dû être faites dans ces textes-là. Parce que rendre un corps à distance, ça peut être un corps abîmé, ça peut être un corps morcelé. Il faut dire les choses, d'accord ? Ça veut dire que le corps n'est pas respecté, mais l'usage qui est fait de ces corps rend complexe la restitution d'un corps entier, et que c'est quasiment impossible pour des cendres du corps. Par contre, le retour des cendres est une bonne évolution, mais qui a un impact sur... Pour moi, je pense que l'économie doit être mise dans le débat public. Ça a un coût pour la société. Aujourd'hui, ça veut dire que c'est les universités qui doivent faire un parcours individualisé des corps, là où avant il y avait des rites collectifs, d'accord, c'est-à-dire les corps partaient ensemble au crématorium. Ça veut dire qu'il faut une urne funéraire individuelle. Et dans le débat public, parce qu'il y a une espèce de pudibonderie à la française, on n'a pas dit qui paye quoi, explicitement. Donc il faut aussi aborder ces questions d'organisation. Donc voilà, donc les proches, ils sont dans tout ça. Et je rajouterai, non pas une boutade, mais une anecdote. Quand vous dirigez par ailleurs la chambre mortuaire du CHU, il y a des parents qui disent « mais je savais qu'il était donneur de corps, mais la démarche d'inscription n'a pas été faite sur le registre ». Donc on dit « c'est pas possible ». Et quand les familles, qui sont ce qu'elles sont, discutent, il y en a qui disent « ah oui, je suis sûr qu'il était donneur du corps », mais la sœur d'après me dire « mais non, vous savez pourquoi il dit ça? C'est parce qu'il ne veut pas payer les frais d'obsèques ». Non, mais voilà, il faut c'est des boutades, mais c'est des réalités humaines. Et puis au bout du bout, il y a des vrais parents, des vrais proches qui nous disent il aurait voulu être donneur, mais il n'a pas fait la démarche. Donc il faut aussi dire aux gens qui sont dans la salle, si vous êtes donneur, faites la démarche et venez vous inscrire sur le registre, parce que les gens ne le savent pas forcément. Voilà, à peu près ce que j'ai à répondre à tes interrogations globales. Et situation de tension et de conflit Situation de tension et de conflit, oui, c'est des pleurs et des larmes, mais vraiment, au centre du don du corps, que des fois Mylène et Guillaume me voient descendre en disant je descends pour rencontrer une famille. Le métier qui est le nôtre, c'est de faire de la médiation, de l'accompagnement. Mais oui, il y a des gens qui s'opposeraient presque et qui se mettraient un peu en travers
de la porte en disant je ne veux pas qu'on fasse ça de mon fils, de mon mari et tout. Donc c'est humainement compliqué. Et puis après, oui, il y a encore une voie de la pédagogie et de la raison qu'il faut qu'on arrive à apaiser les choses. Voilà. Alors, autre sujet, mais qui s'y rattache un peu, le don d'organes. Alors, le don d'organes, je ne sais pas si tout le monde est au fait dans l'auditoire. C'est vraiment particulier, un peu exceptionnel. Et on se doit de respecter la volonté du défunt. Deux grandes situations. La mort encéphalique. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est qu'une mort encéphalique. Je vais essayer de vulgariser très rapidement. Merci de me dire que non. C'est la rançon un petit peu de la réanimation. C'est-à-dire qu'on a réanimé des patients, on est capable de les maintenir en apparente vie. Et il y a deux patients. Un patient qui est sédaté, qui est chaud, son cœur bat. Il est ventilé par notre respirateur, donc c'est le respirateur qui lui permet de respirer. Et on sait pertinemment qu'il est endormi, mais quand on lèvera la sédation, on espère qu'il va se réveiller et on fait tout en tout cas, et on met tout en œuvre, et on s'acharne pour essayer de le sortir de ce guêpier. Et juste à côté, il y a la même personne, pas la même, mais une autre, qui est tout aussi chaude, qui est tout aussi avec un cœur qui bat, avec un respirateur qui continue à l'aider à respirer, donc ça n'est qu'en réanimation, la mort encéphalique, et dont on sait pertinemment que le cerveau est totalement détruit, ne récupérera jamais, et ce patient est en mort encéphalique, il est donc décédé. C'est un peu particulier, j'arrondis les chiffres, hein, c'est 3000 personnes par an en France, et là-dessus, simplement 1500 seront prélevés. Donc c'est un contexte très particulier, et du coup, comme on ne peut plus rien pour cette personne qui est décédée, on se doit de se tourner vers son projet de vie. Quel était-il? En deux mots, est-ce qu'il était donneur d'organes ou pas, dès lors que ses organes n'ont pas été atteints? La plupart du temps, ce que je vous raconte là, ce sont des gros dégâts cérébraux, les cérébrolésés, dont tout le reste du corps est à peu près intact. Et donc, certains organes sont tout à fait viables. Et du coup, quel était son projet de vie? Est-ce qu'il était donneur ou pas? S'il était donneur, c'est assez simple. Il est donneur, on va aller jusqu'au prélèvement. Très bien. Il était contre, c'est assez simple aussi. Il est décédé, eh bien on va arrêter la réanimation. Avec le temps décent, avec tout l'accompagnement des proches, dont on va parler. Mais il est décédé. Mais la plupart du temps, ce n'est pas comme ça. On n'en avait jamais parlé. On ne sait pas. On ne sait vraiment pas. Et puis, à 20 ans, on ne parle pas de ça. Donc, c'est tout l'intérêt de la place des proches. Depuis 50 ans, la loi Caillavet, ça devrait être simple, on est tous donneurs, sauf si on a émis une opposition et si on a fait connaître de son vivant qu'on était pour un refus d'un tel prélèvement. Il y en a même qui vont jusqu'à dire qu'il faudrait carrément court-circuiter les proches, c'est-à-dire qu'il est inscrit sur le registre national de refus, on ne va pas le prélever, il n'est pas inscrit, on va le prélever et on va informer les proches. Un peu violent là aussi. Donc ça devrait être comme ça ne l'est pas. Et en pratique, les coordinations, elles sont confrontées à un vrai dilemme. Et évidemment, on se retourne vers les proches. Alors, j'ai envie de demander à Benoît et à Mathieu, en pratique, comment eux font et comment ils vivent cette confrontation, cet entretien avec les proches en cas de mort encéphalique. Allez, j'y vais. Merci beaucoup de m'avoir convié à ce colloque. Peut-être je vais me présenter parce que tout le monde ne me connaît sûrement pas. Benoît Weber, je suis professeur d'anesthésie-réanimation. Je travaille en réanimation chirurgicale au CHU de Rouen. Et plus que ma fonction de doyen, j'ai coordonné le groupe éthique de ma société savante il y a quelques années. Donc ça m'a permis de réfléchir à tout ça. Alors, peut-être pour contextualiser ce que je souhaite vous dire, pour l'illustrer, je vais vous rapporter deux histoires que j'ai vécues en tant que médecin et qui, je pense, posent un certain nombre de questions. Ce sont deux histoires tristes, parce que vous l'avez compris, on parle de mort encéphalique, et je voudrais vous dire quand même tout de suite qu'il n'y a pas que des histoires tristes en réanimation, heureusement, puisque sur 10 patients qui rentrent en réanimation et qui sont en danger, on en sauve 8. Donc ce sont 8 belles histoires pour quelques-unes qui malheureusement sont tristes.
Alors la première histoire, c'est une jeune femme de 28 ans qui est infirmière au groupe hospitalier du Havre et qui m'est transférée en urgence pour une hémorragie cérébro-méningée. Elle arrive dans une situation neurologique catastrophique. Elle a une hypertension intracrânienne qui met en danger son cerveau. Et comme l'a expliqué Gérald, elle est en danger de passage en mort encéphalique parce qu'il y a un tel œdème dans le cerveau que le sang ne peut plus circuler. Je vois très vite, en constatant cette situation, une personne qui se présente, qui est une collègue infirmière, qui travaille tous les jours avec elle, qui se présente comme sa meilleure amie. Je lui explique la situation et très vite, cette collègue infirmière qui est sa meilleure amie me dit « mais c'est incroyable, j'ai travaillé avec elle la semaine dernière, nous avons parlé du don d'organes et elle m'a dit qu'elle était donneuse. Et donc, docteur, si elle passe en mort encéphalique, je vous le dis, elle est donneuse d'organes. » Bon. Je prends acte, je la remercie de ce témoignage, je prends acte de cela et je lui demande s'il y a de la famille. Elle me dit ah, c'est compliqué, elle a plus ses parents, je crois qu'il y a un frère, elle ne m'en a pas beaucoup parlé. Bon, bref, il y a un frère qu'on finit par joindre, et donc je joins le frère qui, d'emblée, a une relation assez difficile avec le médecin que je suis. D'emblée, il est tendu. Bon, je lui dis écoutez, il faut que je vous voie, c'est impératif, la situation est très grave. Votre sœur est à risque de décéder dans les heures qui viennent. J'ai besoin de vous voir. Il habite Paris. Il me dit, bon, je viens. Il y en a pour 1h30 à venir à Rouen. Et donc, eh bien, on s'occupe bien sûr de la jeune femme pendant ce temps-là et on fait le diagnostic de mort encéphalique. Elle passe en mort encéphalique et donc on fait le diagnostic du décès de cette jeune femme, mais comme l'a dit Gérald, alors que son cœur continue à battre et que potentiellement, on est dans une situation où on va pouvoir respecter le témoignage qu'on a reçu, qui est celui de donner ses organes pour sauver d'autres personnes. Le frère arrive, la relation qui était tendue au téléphone continue à être très tendue. Je lui explique que sa sœur est décédée, il s'énerve, et je réussis à lui expliquer que la situation, et à lui demander qu'est-ce que sa sœur pensait d'un potentiel don d'organes. Et là, il me dit, mais je ne veux pas. C'est hors de question. Vous n'y toucherez pas. Je dis, bon, on discute, et puis je dis, écoutez, merci de votre témoignage. Hein. Et il s'en va, mais fâché. Hein. Et donc moi, j'ai un dilemme. Je me trouve dans une situation où... Alors, plus exactement, comme ce monsieur, je dis, mais votre sœur, là, vous l'avez vue récemment? Il dit, non, je ne l'ai pas vue depuis 10 ans. Et on s'était fâchés. Et donc j'avais une situation où le proche me disait qu'il ne voulait pas, il ne voulait pas, et la meilleure amie me disait que elle, la patiente défunte, voulait. Alors, qu'est-ce que vous auriez fait? Non, j'ai pas fait de vote, je peux vous dire. Hein. Mais c'est une situation qui n'est pas si simple quand même. Hein. Alors évidemment, je la caricature un peu dans ma présentation, donc je pense que vous auriez tous fait comme moi. C'est-à-dire que vous auriez pratiqué le prélèvement d'organes pour pouvoir respecter la volonté de la défunte qui me paraissait bien exprimée par sa meilleure amie. Mais le frère, quand même, hein, s'y était opposé. Bon, j'ai appelé le directeur de garde, on a passé un petit coup de fil au procureur, tout ça pour... voilà. Et on a pratiqué le prélèvement, je me suis fait injurier largement, mais je pense que j'étais dans la logique de respecter la volonté de la patiente. Deuxième histoire, un jeune homme de 30 ans qui a un accident de la route, polytraumatisé avec un traumatisme crânien gravissime. Bref, il passe en mort encéphalique 24 heures après son admission, malgré tous nos efforts hein, de neuroréanimation bien conduite. Et donc on voit la famille qui est très nombreuse. On est dans la salle d'entretien, il y a 6-7 personnes, des frères, des sœurs, des parents, bien sûr effondrés. On leur annonce le décès, on les emmène voir le patient, on les récupère après, et on les interroge pour savoir qu'est-ce que le patient décédé souhaitait en termes de don d'organes. Et là, ça part en vrille.
Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Moi, je pense qu'ils pensaient ceci, moi, je pense qu'ils pensaient cela. C'est assez tendu, hein, parce qu'ils se disputent jusqu'au moment où un des frères arrive et dit « Écoutez, je viens de trouver dans son portefeuille sa carte de donneur d'organes. » Et là, tout le monde s'est apaisé et on a pu respecter la volonté du défunt et pratiquer le don d'organes comme il le souhaitait. Et donc ça, c'est un message qui est très fort, qui est double. C'est en France, on respecte la volonté des défunts. Encore faut-il qu'il l'ait exprimée. Et je pense que cette histoire souligne l'absolue nécessité d'en parler en famille. Ça a déjà été dit, mais c'est très important. Et il faut en parler quand tout va bien. Parce que quand tout va bien, on peut en parler. Quand ça va mal, c'est plus compliqué. C'est essentiel et c'est une souffrance de moins pour ceux qui restent. Parce que ceux qui restent, ils sont dans la peine, mais ils savent ce qu'ils ont à faire. Et donc, s'il y a un message que je voudrais passer là, c'est parlez-en en famille pendant que tout va bien. Mon fils de 35 ans m'a dit il y a quelques mois, alors qu'on discutait de ça, « Papa, tant que je peux communiquer, ne serait-ce que par un clignement d'œil, tu me gardes. Si je ne peux plus communiquer, tu prends tout. » Bon, j'ai pris ça. Hein. Je lui ai dit d'abord que j'espérais partir avant lui. Mais n'empêche qu'il me l'a dit. Et si jamais par malheur, je suis obligé de gérer ça, je sais ce que j'ai à faire. Et donc, je pense que c'est un point extrêmement important. Alors, pour après contextualiser un peu cette relation avec les familles et les patients, il faut juste se rappeler qu'on vient d'une médecine qui était hyper paternaliste au XXe siècle, jusqu'au XXe siècle, et qui évolue, tant mieux, assez vite, avec une certaine lenteur peut-être pour les patients, mais assez vite en fait, dans son approche de la relation médecin-patient et médecin-famille. Il reste des progrès à faire, c'est évident, et le médecin se voit trop souvent comme le directeur d'une trajectoire du patient, comme le responsable d'une vision globale des soins qu'il a probablement, mais qu'il doit partager avec les proches. Alors la loi a évolué. Il y a d'abord eu la loi Kouchner qui a permis aux patients de se remettre au centre et de disposer de son dossier médical. Pour la fin de vie, il y a eu la première loi Leonetti qui a abordé ce que c'était que l'obstination déraisonnable et qui a aussi parlé du double effet des médicaments, qui a accepté qu'un médicament qui est prescrit pour soulager puisse raccourcir la vie. Cette loi du double effet est très importante à comprendre parce qu'elle aborde l'intentionnalité de la prescription, et ça, c'est fondamental. Quand on veut soulager quelqu'un, eh bien, ça peut mériter qu'on abrège un peu sa vie quand la douleur est trop importante. Et puis, il y a eu la loi Claes-Noëti, plus récente, de 2016, qui nous parle de la personne de confiance. Alors ça, c'est un problème, la personne de confiance. J'ai bénéficié d'une petite intervention chirurgicale il n'y a pas bien longtemps, pas grave, heureusement pour moi, et quand je suis rentré, on m'a dit « Monsieur, qui est votre personne de confiance ?» Et là, assez naturellement, j'ai dit « C'est mon épouse ». Et après, je me suis dit « Mais je m'entends bien avec mon épouse ». Et donc, c'est ennuyeux, parce qu'elle va vouloir me garder quoi qu'il arrive. Et moi, je ne le veux pas. Et donc, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à qui est notre personne de confiance. Il faut que ce soit quelqu'un qui soit capable de témoigner de ce qu'on souhaitait alors qu'on n'est plus capable de s'exprimer. Ce n'est pas forcément nos proches les plus affectifs, je dirais. Moi, je pense que ma personne de confiance, c'est probablement un collègue du service avec qui j'ai partagé plein de situations difficiles et dont je sais qu'il sait ce que je pense. Donc réfléchissez à ça, la personne de confiance, c'est essentiel, et ce n'est pas forcément la personne la plus proche. Les directives anticipées, qui ont été aussi mises en avant par la loi Claes-Noëti, c'est aussi un problème parce que les directives anticipées, je ne sais pas qui a écrit ces directives anticipées dans la salle, je ne vais pas faire un... Oui, vous pouvez lever la main ? Voilà, donc peut-être 3-4%, quoi. Hein. Donc assez peu, et c'est normal. C'est normal parce que quand on va bien, ce n'est pas naturel d'écrire ces directives anticipées. C'est probablement beaucoup plus simple quand on se sait malade et qu'on peut discuter avec son médecin des conséquences de sa maladie et de dire qu'est-ce qu'on accepterait dans le cas de sa maladie et qu'est-ce qu'on n'accepterait pas.
Alors, bon, je vais passer sur la collégialité qui a été abordée précédemment et la vie extérieure. Il ne faut pas confondre collégialité et consensus. Hein, le médecin doit s'appuyer sur une discussion collégiale. En gros, on évite la décision d'un médecin isolé, fatigué le matin après une nuit blanche, mais donc il se doit d'en discuter. Mais évidemment, la responsabilité médicale, je crois, doit s'exercer et elle est toujours là. C'est intéressant aussi de voir que la loi Claeys-Leonetti met la famille et les proches à égalité. La famille n'est pas prédominante d'un proche. Ça rappelle à ma première histoire. Hein, l'ami était probablement un plus grand témoignage que la famille. Bon, et puis là, je passe sur la sédation profonde et continue. Et donc, on a un arsenal qui est solide pour le réanimateur, qui devrait pouvoir résoudre l'immense majorité des situations, accompagner les patients et leurs familles vers le don d'organes, quand ils le souhaitent, que ce soit en cas d'état de mort encéphalique ou de Maastricht 3, peut-être qu'on abordera ce point-là. On va en parler après. Et pourtant, il y a de plus en plus d'histoires de judiciarisation des situations, témoignant d'une difficulté des familles à se retrouver dans ces fins de vie et dans ces annonces de mort encéphalique ou de décès. Et pourtant, les familles comme les médecins veulent évidemment le mieux pour le patient, mais chacun, dans ces situations-là, avec une approche qui ne converge pas. Je pense qu'il faut se rappeler qu'on a la nécessité, dans ces situations, de remettre le patient au centre du processus, avec un objectif de définir ensemble, équipe médicale et famille, un projet de soins pour ce patient qui n'est plus en capacité de s'exprimer et qui peut être un projet d'accompagnement devant une vie qui va se finir. Il faut se rappeler la nécessité de prendre du temps. Le médecin doit accepter que le temps soit nécessaire au travail d'intégration, de compréhension, d'acceptation d'un projet de soins, surtout quand c'est un projet d'accompagnement. Il faut se rappeler que faire comprendre à des proches, à une famille dans la souffrance, que ce qu'il leur est demandé, c'est de témoigner de ce que le patient aurait souhaité pour lui, et pas ce qu'eux, ils veulent, est un art difficile qui nécessite un savoir-être médecin parfois extrêmement élaboré et qui nécessite toujours que le médecin abandonne une position de sachant, le pire étant les certitudes. Quand le médecin affirme des certitudes, eh bien la famille doute et elle a parfois raison. Alors en conclusion, le respect de la volonté du patient doit être le point de repère, l'objectif. Quand il est connu, c'est toujours beaucoup plus simple. Quand il n'est pas connu, chacun fait au mieux, mais bien sûr. Mais l'objectif devrait être que médecins et proches soient conjointement responsables de privilégier une décision éthiquement acceptable pour le patient, au risque de ce qu'on peut appeler un résidu moral pour l'un et l'autre, pour le médecin et pour la famille. Autrement dit, il faut quand même arriver à trouver le bon compromis dans l'éthique respectée de chacun. L'acceptation de l'incertitude et de la subjectivité comme partie intégrante de la délibération doit mener à une co-responsabilité des médecins et des proches pour la construction de ce projet de soins. L'accueil des familles en réanimation est un acte éthique autant que médical qui traduit la valeur que nous donnons à la relation humaine dans un univers médical souvent hautement technologique et vécu comme déshumanisé. C'est une manière de cultiver le lien entre soins, respect de l'autre et humanité. La confiance qui en découlera permettra aux proches de comprendre l'incertitude de la réanimation et de prendre toute leur place dans le projet de soins à co-construire avec l'équipe médicale. De cette co-construction émergera une sérénité dans les prises de décision permettant de mettre le patient au centre du processus médical. Voilà, merci. Merci Benoît. Et toi, Mathieu, dans ta pratique, avec une petite question en filigrane, est-ce que la loi te convient ou est-ce qu'il y a lieu d'y apporter quelques modifications ?
Donc bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Donc moi je suis médecin anesthésiste réanimateur aussi et médecin coordonnateur du don d'organes. Peut-être je vais essayer d'être relativement rapide, mais en deux parties. D'abord essayer de revenir sur ce qui a été dit, mais sur l'expérience pratique de ce qui nous arrive dans les services de réanimation, puis ensuite d'essayer un peu de répondre à la question sur le concept d'autonomie et comment la médecine du don d'organes elle peut peut-être nous éclairer. Donc je vais revenir d'abord sur une expérience très concrète vécue en réanimation ces derniers jours. C'est un moment que tous les soignants de réanimation connaissent, le moment où, après avoir annoncé la mort, dans un moment qui est toujours à la fois simple, puisqu'on dit « il est mort », mais à la fois terrible, on doit aborder la possibilité du don d'organes avec les proches, et Benoît Weber l'a rappelé. Je me souviens, c'était la semaine dernière, mais cette scène, elle se répète, dans la salle des familles, le patient venait de mourir en mort cérébrale. Alors, la loi, ça a été rappelé, elle dit qu'un prélèvement d'organes et de tissus, puisqu'il y a aussi les tissus, post-mortem, peut être effectué sur une personne dès lors qu'elle n'a pas fait connaître de son vivant son refus. Ce refus, cette personne, elle peut l'exprimer de 3 manières, en s'inscrivant sur un registre du refus que nous, on peut consulter que après la mort du patient, en écrivant et en confiant cet écrit à un proche, ou encore à le disant oralement à un proche qui pourra nous le témoigner. C'est le principe du consentement présumé, instauré en 1976 en France. Chacun est présumé donneur, sauf s'il s'y est opposé. On pourrait penser que le consentement présumé est là pour préserver l'autonomie des individus, c'est-à-dire leur capacité à se déterminer pour eux-mêmes, puisque chacun préserve la possibilité de s'exprimer de son vivant un accord ou un refus pour le don post-mortem. En France, en 2025, 79% des Français se déclarent favorables au don d'organes après leur mort pour eux-mêmes. Alors, il existe bien sûr un risque, celui de prélever des organes sur une personne qui ne l'aurait pas souhaité. Mais on peut s'interroger, qu'est-ce qui est pire? Est-ce que c'est de prélever des organes sur une personne qui ne l'aurait pas souhaité, ou de ne pas prélever des organes sur une personne qui l'aurait voulu? Ce qui est certain, c'est que les erreurs en faveur du don peuvent sauver des vies, alors que les erreurs en défaveur du don ne servent personne. Alors ce consentement présumé, dans notre réalité, ça a été rappelé, il s'incarne toujours à travers une discussion avec les proches. Ils deviennent témoins, le plus souvent interprètes de la volonté du défunt. Moi, je leur dis souvent, nous devons maintenant parler d'un sujet important. Nous sommes dans une situation où le don d'organes est possible. Nous allons pouvoir en parler ensemble en toute transparence. Ce qui est important, c'est que nous centrions notre échange sur la volonté de votre proche. Ce jour-là, comme souvent, les proches n'avaient jamais évoqué le don d'organes avec le patient. À la question « Savez-vous s'il avait exprimé une opposition ?», ils ont baissé les yeux, incapables de répondre. Après un long silence, la sœur a fini par dire « On ne sait pas, on n'en avait jamais parlé, mais on préfère que non ». Cette scène, on la vit tous, elle illustre une réalité nationale. Je le répète, 79% des Français se disent favorables au don pour eux-mêmes. 91% pensent qu'il est important d'en avoir parlé avec le proche, et pourtant seuls 53% l'ont fait. Ça, c'est les chiffres de cette année. Et ce silence, c'est-à-dire le fait que les 80% de Français favorables ne l'aient pas dit à leurs proches dans la moitié des cas, il a des conséquences très concrètes pour nous, puisque parmi les donneurs que nous recensons, ça a été rappelé, 3000 donneurs à peu près en mort cérébrale par an en France, le taux d'opposition, quand on aborde les proches, il est entre 35 et 40% en France, avec des disparités régionales, 21% d'opposition en Bretagne, 55% dans le nord de Paris, où je travaille. Alors, dans les faits, donc, ça veut dire que finalement, notre système, puisque cette opposition, donc dans en gros 35 à 40%, on va avoir une opposition au moment de l'entretien. Dans 50% des cas, c'est très clairement une opposition du patient. Mais dans 50% des cas, c'est une opposition des proches, ce qu'on appelle l'opposition liée au contexte, les proches qui nous disent « on ne savait pas, mais on ne veut pas ». Donc finalement, c'est un système de consentement présumé qu'on dit soft, puisque si la loi pose le principe du consentement présumé, la décision effective aujourd'hui dans le don d'organes, elle reste largement médiée par les proches. Les familles sont systématiquement consultées, et si le défunt n'a pas exprimé de préférence, finalement, ce sont les proches qui tranchent.
Alors, une fois qu'on a parlé de cette réalité, je voudrais voir en quoi, finalement, cette tension entre le cadre légal du consentement présumé et notre réalité pratique, qui est que finalement les proches occupent une place de premier plan, en quoi ça peut interroger la notion d'autonomie. Alors, quand on parle d'autonomie, peut-être déjà on peut se demander de comment on la définit et puis après, quelle valeur on lui donne. L'autonomie, là, dans le système du consentement présumé, c'est compris comme une autonomie individuelle, c'est-à-dire la liberté pour chacun de choisir ce qu'il veut pour lui-même, selon ses valeurs, sans l'interférence d'autrui, ni de ses proches, la copine infirmière, le frère, ni les soignants, qui ont plutôt envie que le don d'organes aboutisse. Cette autonomie individuelle, elle serait en France préservée si on était dans du consentement présumé que les anglo-saxons appellent hard, c'est-à-dire qu'en effet, la famille n'aurait, comme ça a été suggéré, aucun mot à dire en l'absence de volonté du patient. Mais on peut interroger cette autonomie individuelle dans le consentement présumé. Est-ce que ne pas dire non, c'est dire oui ? Autrement dit, est-ce que ne pas s'être opposé au don d'organes équivaut à un consentement au don d'organes ? Si on a dit oui, est-ce que dire oui au don d'organes, ça équivaut à dire oui à toutes les interventions antémortem qu'on va être amené à faire pour le don, des intubations, la mise en place de cathéters, la transfusion, le transport au scanner, des bilans biologiques, c'est-à-dire l'ensemble des examens qu'on va faire que pour le don d'organes, mais pas dans l'intérêt du patient. Est-ce que quand vous et moi, on dit pas non, est-ce qu'on dit oui au don ? Est-ce qu'on dit oui au don en réanimation avec ces interventions antémortem ? Donc finalement, pour que le consentement présumé il protège notre autonomie individuelle, il faudrait qu'on soit informé sur le don, informé sur les interventions qui vont accompagner le don, informé sur les modalités qui nous permettent de refuser le don. Or, cette autonomie individuelle, elle est aujourd'hui mise en péril pour une raison simple, c'est que seuls 25% des Français s'estiment actuellement informés sur le don d'organes. Donc une fois qu'on a questionné un peu cette... j'ai encore 2 points à aborder. Une fois qu'on a questionné cette autonomie individuelle qui serait préservée par le consentement présumé, est-ce que finalement être autonome, c'est vraiment être autonome individuellement ? Est-ce que l'autonomie, c'est uniquement le choix individuel de moi, qui serait un être humain très indépendant, très rationnel, très libre de mes décisions ? Ou est-ce qu'on ne peut pas, au contraire, concevoir l'autonomie comme une autonomie relationnelle ? Donc l'autonomie relationnelle, c'est un concept au départ de la théorie féministe que je ne connais pas du tout, mais qu'on peut mobiliser dans le cadre du don d'organes. Qu'est-ce que c'est que cette autonomie relationnelle qui s'opposerait à l'autonomie individuelle ? C'est de dire un peu ce qu'on a dit sur la place des proches dans le don d'organes, c'est que en fait, notre autonomie, elle est façonnée par nos liens, par nos interactions sociales, que en réalité, quand on va voir les proches lors de l'entretien, on ne les mobilise pas que comme les témoins de la volonté. Ça a été beaucoup dit, mais moi, dans ma pratique, j'ai le sentiment que quand je vois les proches, en effet, je centre sur le fait qu'ils soient les témoins de la volonté, mais en fait, ils sont aussi le témoin d'autre chose. Ils sont le témoin du fait qu'ils viennent du même endroit, qu'ils ont la même histoire, qu'ils ont habité dans les mêmes lieux, qu'ils ont une identité commune, que souvent ils ont des représentations de la vie, de la mort qui leur sont communes. Et quand parfois certains membres de l'équipe disent « Oh là là, cette famille en salle d'attente, ils sont pénibles, on ne comprend pas ce qu'ils veulent, on ne comprend rien de ce qu'ils veulent sur la vie et la mort », c'est bien de se rappeler que le patient qui est dans la chambre et qui ne peut pas s'exprimer, en fait, il fait partie de cette famille et que s'il était en salle d'attente, il dirait probablement les mêmes choses incompréhensibles que ce que disent ses proches. Donc l'autonomie, finalement, elle n'est jamais totalement individuelle. Elle se développe, elle s'exprime dans un tissu de relations. Chacun se construit à travers les liens qu'il tisse quotidiennement, et d'abord avec ses proches et d'abord avec sa famille. Donc c'est un peu cette réalité que traduit le concept d'autonomie relationnelle. Il s'agit plus seulement de protéger une autonomie individuelle, mais de reconnaître la part de relations, de liens, de soutien qui rend cette autonomie. Et je pense que ce concept, il illustre très bien ce qu'on vit pendant les entretiens d'abord du don avec les proches. Même si la volonté du défunt demeure la pierre angulaire de l'éthique du don d'organes, la décision, finalement, on va la co-construire entre nous, l'équipe soignante, et les proches. À travers leurs paroles, ils vont restituer la volonté du défunt, mais en fait, ils vont aussi préserver le sentiment de leur appartenance commune. C'est aussi ça qu'ils vont défendre pendant ces entretiens.
Donc ça nous invite encore une fois à considérer que cette co-construction n'est pas une trahison, à mon avis, du principe d'autonomie, mais au contraire, que cette co-construction d'une autonomie relationnelle, c'est un accomplissement concret. Et d'ailleurs, quand dans cette construction, il y a un consensus entre la volonté du patient et ce que rapportent les proches, c'est là qu'on a le sentiment, finalement, d'avoir le plus été dans le respect de l'autonomie. En pratique, comme on est dans un système de consentement présumé qui est dénommé de soft, c'est bien ça qu'on fait, en fait. C'est bien qu'en fait, on va articuler dans la pratique l'autonomie individuelle du patient, le respect de sa volonté, et l'autonomie relationnelle, c'est-à-dire l'appartenance à sa communauté de proches, même si on a dit que c'était compliqué. Pour finir et pour conclure, je voudrais aussi interroger la valeur de l'autonomie comme valeur, c'est-à-dire combien ça vaut l'autonomie. Est-ce que l'autonomie, c'est une valeur qui vaut plus cher que les autres? Souvent, on considère que l'autonomie, c'est vraiment la valeur suprême, que ce serait presque sacré de respecter tout le temps l'autonomie. Mais est-ce que finalement l'autonomie, elle doit vraiment primer sur toutes les autres valeurs? Est-ce qu'elle est au-dessus des autres valeurs ou est-ce qu'elle est seulement parmi les autres valeurs? Dans le contexte du don d'organes, par exemple, peut-être que l'autonomie peut être mise en balance avec deux autres valeurs aussi fondamentales, la vulnérabilité, celle du défunt, la vulnérabilité de ses proches qui sont en train de perdre quelqu'un, la vulnérabilité du receveur qui, lui, est en train d'attendre un organe. L'autre valeur avec laquelle on pourrait mettre en perspective l'autonomie, c'est la solidarité, c'est-à-dire notre responsabilité collective vis-à-vis des malades. Avant d'être pleinement autonome, ça a été dit à plusieurs reprises aujourd'hui, on est des êtres de besoin, de dépendance, de relation. On oppose souvent une autonomie qu'il faudrait respecter, une vulnérabilité qu'il faudrait protéger. En réalité, nous sommes tous simultanément à la fois autonomes et vulnérables. Nous sommes des êtres vulnérables, on va être touchés par la souffrance du proche qu'on voit en entretien, la souffrance du receveur qui est en attente d'un organe. Respecter l'autonomie du défunt, ça n'exonère pas de protéger la vulnérabilité de ses proches, confrontés à la perte, et de répondre à la vulnérabilité des receveurs, dont la survie dépend d'un greffon. Et de même, l'autre valeur, la solidarité, promouvoir la solidarité sans écraser l'autonomie, ça nous invite à considérer que le bien, le prélèvement va servir à un bien commun qui va nous unir en tant que société au service des malades et de la santé publique. Donc finalement, je voudrais juste questionner l'idée que peut-être il ne faut pas ériger l'autonomie au-dessus de tout, ni de rendre d'ailleurs la solidarité automatique. Ça a été évoqué dans le consentement présumé hard, ou alors il y a même des pays où on prend ni l'avis du défunt, ni l'avis de la famille. Par définition, on donne, ou par définition, on ne donne pas. Donc, il ne s'agit pas de mettre l'autonomie au-dessus de tout, forcément. Il ne s'agit pas de rendre la solidarité automatique, mais bien d'articuler et de pondérer ces valeurs, autonomie, vulnérabilité et solidarité, au cas par cas. Donc finalement, voilà, je voulais juste éclairer la pratique pour dire qu'il s'agit en réalité de voir à la fois l'autonomie individuelle, l'autonomie relationnelle, la vulnérabilité, la solidarité, et que ce n'est pas une théorie abstraite, puisque c'est l'invitation aujourd'hui m'a forcé à réfléchir un peu à tout ça, parce qu'avant, j'avais que la première partie, mais je trouve que c'est des outils, finalement, qui sont développés dans la littérature. Ce n'est pas moi du tout qui invente tout ça, mais je trouve que c'est des outils qui nous servent à voir que, finalement, pendant ces entretiens, c'est bien l'ensemble de ces valeurs qu'on mobilise dans notre pratique. Voilà, merci. Merci à Benoît et Mathieu de nous faire réfléchir, mais comme on est dans les états généraux de la bioéthique, il y a Régis et Gilles qui représentent encore le CCNE ici, parce que les autres ont dû s'extirper, j'imagine, pour des contraintes. On peut quand même rouvrir le débat. Je ne veux pas dire qu'il sera conclusif sur le fait qu'on supprime le consentement présumé, mais on peut rouvrir le débat, on a le droit. Or, en France, il y a des sacralités. Henri Caillavet, c'est une sacralité. Grand homme, né en 1913, mort en 2014, âge vénérable. Qu'aurait-il décidé aujourd'hui? Alors, empreint de conception de la fraternité universelle,
du don comme principe général d'altruisme auquel, en s'opposant, on montre que quelque part, on s'oppose au principe général de la solidarité universelle. C'était une sacrée philosophie, mais c'était une philosophie qui était une philosophie d'une époque dont on aurait dit que la société elle-même était paternaliste. Et j'ai le plus grand respect pour Henri Caillavet, mais il faut quand même le dire. Il y a des pays du monde où on dit, en France, vous êtes archaïque. Le consentement présumé aussi à l'époque d'Henri Caillavet, il faut relire, c'est parce qu'on n'avait pas non plus les outils de traçabilité du consentement explicite. Aujourd'hui, un consentement explicite, téléphonie mobile, permis de conduire, passage au moment des impôts, carte vitale, on a plein d'outils sur le consentement. Simplement, certains ont dit à l'international, la France a peur de changer. La peur a France de changer de paradigme. D'autres ont dit, la France a des valeurs spécifiques qu'il faut qu'elle garde, et le consentement présumé est une très belle valeur. Mais voilà, pour être dans un rôle de débat public, je pense qu'autour de ce qu'on dit là, il y a quand même quelque chose qui se joue autour de ça, de l'inconfort des professionnels, parce que, je ne suis pas le seul, mais rares sont ceux qui disent « remettons le débat sur le consentement explicite ». Et c'est un débat politique aujourd'hui. A-t-on peur de la parole des citoyens ? A-t-on peur réellement que les gens s'expriment librement ? Il y a aussi un peu de ça dans le débat public français. Peut-être juste pour rebondir sur est-ce qu'il faut remettre en débat le consentement présumé ? Je pense qu'il y a quelque chose de générationnel qu'il faut entendre. Moi, j'ai des jeunes internes, et en particulier des jeunes femmes internes, et on peut les entendre dans les débats. J'ai évoqué la théorie féministe, mais je pense que c'est encore la suite de ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a certains internes, présumer un consentement, ça ne parle pas. C'est-à-dire, ce que j'ai dit, c'est pas parce qu'on n'a pas dit non qu'on a dit oui. Je pense qu'il y a aussi quelque chose qui fait qu'il y a une génération à qui peut-être aujourd'hui ça parle pas. L'autre argument, c'est que souvent on dit que si on passe dans le consentement explicite, on va diminuer l'accès au greffon parce que les pays qui seraient en consentement explicite auraient des taux de prélèvement qui sont moins importants. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Ce qui est démontré, c'est que c'est le changement de système qui crée à un moment une perte de greffon. C'est-à-dire que les pays qui passent du consentement présumé au consentement explicite ou dans l'autre sens, il y a quelques années de flottement où, en effet, il y a une baisse de l'accès à la greffe. Et donc, c'est quand même, il y a des conséquences importantes si un jour on décide de changer de système. Juste un mot pour ne pas allonger la discussion. Moi, je pense que la relation médecin-famille, médecin-patient, elle doit être basée sur la confiance. Et donc, tout ce qui ira contre un dialogue permettant d'éclairer la prise de décision et d'aboutir à un projet de soins commun sera contre-productif à mon sens. Et qu'il faut travailler sur cette relation de confiance qui devrait, dans l'immense majorité des cas, permettre d'aboutir à une décision qui sera celle, on l'espère, la meilleure pour le patient. Et donc, tout ce qui est... on va imposer... Je suis très prudent. J'aimerais pour finir, même si on va essayer d'être court parce que le temps passe, mais quand même, en matière de don d'organes, il y a plusieurs possibilités. Soit j'ai essayé de faire œuvre de vulgarisation tout à l'heure avec la mort encéphalique. C'est une source de possibilité de don d'organes. La deuxième, c'est le don du vivant. Mais là, on est en train de parler du respect de la volonté du défunt, donc on ne va pas en parler. Il y a une troisième possibilité, c'est ce qu'on appelle, je vais essayer là encore de vulgariser, ce qu'on appelle en termes techniques, les patients qui sont en statut de Maastricht 3. Je vais passer assez vite et essayer de vous faire saisir. Mort encéphalique, le patient est décédé, on le sait, son cerveau est irrémédiablement mort, mais il a un cœur qui bat. Et on fait dès lors, non pas une réanimation pour le sauver, puisqu'on sait qu'il est mort, mais une réanimation pour les organes, surtout en vue éventuellement d'un prélèvement. Il y a un autre cas de figure en réanimation, c'est les patients qui ont des organes à peu près sains, mais qui ont quand même un gros traumatisme crânien, mais qui ne sont pas passés en mort encéphalique. Ils ne sont donc pas décédés. D'accord ? Et on sait, et on a le droit, et la loi nous y autorise, qu'on va, pour ce patient, arrêter la réanimation parce qu'on est dans l'acharnement déraisonnable et il n'y a plus de solution pour lui. On ne le remettra pas, on le fera pas revenir à son état antérieur. Et la loi nous autorise, depuis 2014, à rencontrer les proches, savoir quel était le souhait, là encore, de ce patient, quel était son projet de vie, et s'il était favorable au don d'organes, arrêter la réanimation, débrancher le patient,
attendre l'arrêt cardiaque. Mort encéphalique, on était à cœur battant. Là, on va être à cœur arrêté. Mettre en route, dès lors qu'il était favorable à un don d'organes, une circulation extracorporelle, régionale, qui va permettre d'irriguer les organes et puis d'aller vers un prélèvement. 2014, autorisation, il faut être un centre autorisé, avec un dossier un peu lourd à remplir. Rouen est autorisé, Lariboisière est autorisé, Caen est autorisé, et c'est un cas de figure un peu particulier. C'est encore plus rare que la mort encéphalique. Mort encéphalique, c'est 3000 personnes par an en France. Maastricht 3, c'est 300 donneurs. Donc, ma question que j'ai envie de poser, j'espère que je suis assez clair dans ma vulgarisation, parce que c'est des trucs un peu techniques, mais c'est important de savoir, parce que si un jour vous y êtes confronté, vous allez dire, mais on ne m'a jamais parlé de ça. Ma question, c'est simple, c'est est-ce que dès lors, l'entretien est le même que pour quelqu'un qui est en mort encéphalique? Parce que là, on touche à la mort anticipée. Le patient n'est pas décédé. Il va l'être, on le sait, mais il ne l'est pas. Donc, je ne sais pas quelle est votre attitude dans chacune de vos équipes. Alors, juste pour être clair dans la vulgarisation, c'est 2 cas de don d'organes post-mortem. Donc, on parle bien de donneurs décédés dans les 2 cas. C'est juste qu'on peut... il y a 2 séquences aujourd'hui décrites pour mourir. Soit on meurt d'abord du cerveau, soit on meurt du cœur, donc du cerveau. Mais la mort aujourd'hui dans le monde, c'est considéré comme étant la mort du cerveau. Donc, soit on est mort du cerveau à cœur battant, soit on est mort du cerveau à cœur arrêté. Mais dans les 2 cas, on parle bien de donneurs morts. Aujourd'hui, on dit que le Maastricht 3, donc ce type de don d'organes, donc arrêt des traitements en réanimation chez un patient en fin de vie, c'est pas beaucoup, c'est 300 personnes par an en France, donc on est vraiment dans un sujet de niche pour l'instant. Mais il y a d'autres pays, comme l'Espagne, pas très loin, où c'est la majorité de leurs donneurs d'organes, puisque c'est un débat un peu technique, mais on va peut-être à l'avenir switcher de la mort cérébrale vers la mort circulatoire. Donc c'est juste pour dire qu'on n'est pas à l'abri que demain ce soit la majorité de nos donneurs. Alors, est-ce que c'est différent dans l'abord des proches? Dans l'abord des proches des morts cérébrales, comme je l'ai présenté là, puisqu'on a pris le donneur le plus fréquent, on dit « il est mort ». Une fois que la mort est acceptée par les proches, on fait souvent un temps de pause, on les revoit après. Qu'est-ce que vous avez compris? J'ai compris qu'il était mort. Comme il est mort, on va pouvoir envisager un don d'organes. S'était-il opposé? Là, il va falloir qu'on aborde différemment les choses. On va leur dire « on va arrêter les traitements parce qu'on a qualifié l'obstination déraisonnable ». On va vérifier qu'ils ont compris et qu'ils acceptent cette idée-là. Ensuite, il va falloir expliquer, être sûr qu'ils ont compris que quand on va arrêter les traitements, qu'on va débrancher le respirateur, il va mourir. Si ils ont compris qu'il va mourir, et pas il est mort, là cette fois-ci c'est il va mourir, il faut leur faire comprendre qu'il y a la possibilité du don d'organes après la mort. Donc je dirais que la seule différence, elle n'est pas autour du consentement des volontés. La seule différence, elle est dans la nécessité de leur faire comprendre qu'il y a une mort à venir, et qu'après cette mort à venir, il y a une possibilité du don d'organes. Sinon, il y a des confusions qui peuvent se créer pendant les entretiens, où ils vont plus très bien savoir si le don d'organes va avoir lieu avant, pendant ou après la mort. Et donc cette situation, elle est quand même complexe, parce que certaines familles réagissent en disant vous arrêtez la réanimation parce que vous avez besoin des organes. Et ça, c'est bien sûr très... c'est pas la bonne façon d'aborder cette situation. Hein. Et donc ça nécessite... Alors on a un peu plus de temps que dans le cadre de la mort encéphalique, parce que la mort encéphalique précède l'arrêt cardiaque de 24-48 heures, quoi, au grand maximum. Là, le patient, on est dans une obstination déraisonnable, on constate qu'il ne se réveillera jamais, mais pour autant, il peut rester encore quelques jours en réanimation. Et donc il y a du temps. Et il faut arriver à faire cheminer les familles pour qu'elles comprennent bien la séquence que Mathieu vient d'exprimer, qui est, on est dans une situation irréversible, on est dans un cul-de-sac, on va être obligé d'arrêter la réanimation, parce que l'objectif n'est pas de vivre branché sur les machines sans pouvoir communiquer, ça n'a pas de sens. Et ce constat étant fait, est-ce que votre patient a été donné un organe, et on peut respecter sa volonté? Alors, il y a une autre situation qu'on peut évoquer aussi, qui est celle de l'entretien anticipé, par exemple pour des personnes qui font une hémorragie, un hématome intracérébral, qui ne sont pas encore en mort encéphalique, qui normalement ne relèvent pas de la réanimation pour X raisons, et qui pourraient passer en mort encéphalique. Et donc le prendre en réanimation a de sens que s'il y a un projet de prélèvement derrière.
Et donc ça aussi, ça peut survenir hein, dans le contexte d'un entretien anticipé de recherche de la volonté du patient qui, dans une situation normale, ne relève pas de la réanimation, mais qui pourrait en relever si il s'avère qu'il est donneur d'organes. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un mouvement global à l'international et en France sur une identification de plus en plus précoce par les soignants des patients comme étant des donneurs d'organes possibles, et que nous, ça fait que quel que soit le parcours de soins, ça nous amène à aborder cette possibilité du don d'organes avec les proches de plus en plus tôt dans la prise en charge. Bonjour. Marie, je suis psychologue en unité de soins palliatifs. Déjà, merci pour vos éclairages. Je voulais savoir si ça vous était déjà arrivé d'avoir des patients, pour le coup, qui s'expriment avant leur mort sur un potentiel don d'organes. Alors moi, ça m'est arrivé une fois. C'est une situation qui a été très inconfortable. Donc c'était un patient qui était en fin de vie en réanimation, mais qui pouvait encore s'exprimer, chez qui on allait arrêter les traitements sous sédation profonde et continue, parce que ça allait avec sa situation clinique et ce qu'il voulait. Et donc c'est un malade un peu de soins palliatifs, mais qui est en réanimation et qui peut s'exprimer. Ça a été très inconfortable pour l'équipe, parce qu'en réanimation, souvent on aime bien les patients qui ne s'expriment pas, parce qu'en tout cas on y est habitué. Là, c'était un peu perturbant. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça presque plus facile, parce que la volonté était exprimée. Et je profite qu'il y ait des membres du CCNE pour dire que peut-être demain, si on a l'adactive à mourir, il y a des patients qui vont dire « je veux l'adactive à mourir et je veux donner mes organes après ma mort », comme ça se fait en Belgique, aux Pays-Bas ou au Canada, où alors là, c'est l'explosion des donneurs Maastricht 5, donc ceux qui vont donner leurs organes après une adactive à mourir. Et donc, c'est des situations auxquelles on risque d'être de plus en plus confrontés. C'est effectivement assez rare en réanimation. Pour ces situations-là, il y a un certain nombre de patients qui peuvent s'exprimer en réanimation, ils ne sont pas tous intubés et ventilés, mais ceux qui s'approchent d'une mort encéphalique le sont toujours. Alors, moi, j'ai une situation que je peux rapporter qui était en réanimation de chirurgie cardiaque, un patient qui avait une assistance circulatoire externe, hein, une circulation extracorporelle, mais qui était parfaitement conscient. Seul le cœur ne marchait plus et il était par ailleurs tout à fait capable de s'exprimer. Et le constat de l'équipe a été qu'il n'y avait pas de solution à lui proposer. Il n'était pas éligible à la greffe et il n'y avait pas d'autre solution. Donc, il n'y avait rien à faire, quoi. Il n'y avait pas de solution thérapeutique. Donc, à un moment donné, ils se sont dit il va falloir qu'on arrête la CEC. On ne peut pas le laisser indéfiniment sous une circulation extracorporelle. Et là, le patient, ils ont expliqué aux patients ce qui se passait, qu'ils n'avaient pas de solution à lui proposer. Et le patient a dit mais je suis donneur d'organes. Et donc voilà, là, le patient a été capable réellement d'exprimer son souhait, ce qui a beaucoup perturbé l'équipe, parce que c'était une situation un petit peu inhabituelle. Et là, c'est important de remettre le patient au centre et de remettre le respect de la volonté du patient au centre du processus de soins. Je vais rebondir sur votre question pour dire, quand vous lisez la littérature anglo-saxonne, certains ne la posent pas comme vous. Vous dites, est-ce que le patient s'est exprimé? Certains disent, est-ce que les professionnels doivent poser la question à ces patients-là? C'est une question dure, hein, parce que ça veut dire qu'on est dans l'annonce du décès. Mais là aussi, c'est des différences culturelles. Il y a des pays où on est plus au clair avec la question de la vérité sur le temps de la mort, et où des professionnels l'abordent. Et en tout cas, pour revenir à ma question, moi, rite funéraire et don du corps à la science, je passe ce petit message aussi sur l'anticipation d'un décès aux équipes, parce que le patient sait qu'il va partir souvent. Il me semble qu'on pourrait faire preuve d'une forme de maturité, tout savoir, poser la question de comment ils souhaitent mourir, et peut-être comment ils souhaitent aussi la question de leur rite funéraire. Voilà, je dis ça aussi, parce que pour revenir sur mon sujet, je m'excuse de voler la vedette au réanimateur, c'est que ces questions non abordées pendant que le patient est vivant donnent lieu à des conflits en chambre mortuaire, et que je pense que si on sait avant, on soulage les proches, et qu'on fait du bien aux proches. Voilà, petit message que je voulais passer aussi. Alors sur les directives anticipées, il me semble qu'il y a un projet que dans le dossier médical partagé, il y ait dans la partie directive anticipée la question du don d'organes qui apparaisse clairement, un onglet. Moi, j'ai pas de réponse juridique sur la personne de confiance. Moi, dans ma pratique, j'ai du mal à hiérarchiser
les directives anticipées, la personne de confiance, les proches, la famille, parce que en pratique, on doit faire avec tout le monde qui est là et avec tout ce qui est écrit. Et il n'y a pas de, on n'arrive pas en fait à imposer des directives anticipées à des proches qui n'en veulent pas, un consentement présumé à une famille qui ne veut pas le don d'organes. Donc en fait, en réalité, on doit composer. Donc moi, je trouve que c'est difficile de répondre que c'est facile de hiérarchiser entre la personne de confiance et les autres proches. C'est-à-dire que la loi hiérarchise, en fait. Mais en pratique, si on est obligé d'affirmer cette hiérarchisation, c'est qu'il y a un conflit. Et donc, ça ne va pas bien se passer. Et là, il faut essayer de faire cheminer les membres présents, toujours en remettant le patient au centre. Qu'est-ce qu'il aurait voulu? Comment on fait pour respecter sa volonté? Mais très clairement, s'ils sont en train de discuter qui est la personne de confiance, ou remettant en cause le choix du patient, ou disant « mais il a écrit ça, mais je ne suis pas d'accord », très clairement, c'est qu'il y a un conflit dans la famille et que ça va être compliqué. Ça, c'est certain. Puis la deuxième question, c'était quoi? C'était les directives anticipées. Les directives anticipées, il faut quand même qu'elles contiennent le positionnement face au don d'organes. Enfin, en tout cas, il faut que le patient s'exprime sur le sujet, que ce soit dans ces directives anticipées ou à côté. Mais c'est extrêmement important que ce soit exprimé pour moi. Juste parce qu'il faut qu'on va savoir notre grand témoin, mais pour votre question sur la personne de confiance, c'est intéressant parce qu'elle est au cœur de toute notre journée finalement. Historiquement, et je passe au contrôle de Gilles et de Régis, mais quand j'étais aussi dans les groupes parlementaires, le fait d'avoir hiérarchisé et d'avoir mis la personne de confiance en rang 1, c'était pour régler des problèmes de conflit entre familles. On s'est dit, ça va être simplificateur. Et puis effectivement, c'est au cœur de notre journée. Si vous estimez, ou si nous estimons en tant qu'acteurs du soin et de la prise en charge, que la personne de confiance n'est pas légitime, on l'a dit, parce qu'elle a pu être désignée dans de mauvaises conditions, ne pas être informée, je trouve que le débat mérite d'être ouvert. Je dirais juste ça, que le débat mérite d'être ouvert. Gilles a dit, il ne faut pas rester enfermé dans les textes, je signe. Il faut se risquer aussi à la question de la responsabilité et de la jurisprudence. Peut-être qu'on met en apparence les doigts dans un contentieux en disant « je ne respecte pas la parole de la personne de confiance ». Mais si vous avez des arguments étayés, notés dans le dossier médical, avec beaucoup de prudence et peut-être beaucoup de courage, pourquoi pas? Voilà, on peut le dire aussi comme ça. Bien, pour rester dans les temps et ne pas dépasser le temps qui nous est imparti, un mot de conclusion. Quand je participe à des séances de la sorte, je finis toujours en disant « je ne sais pas si je suis un militant du don d'organes, en tout cas je suis un militant de la détermination ». C'est tellement plus facile quand les gens sont prononcés. J'espère qu'on a été clair aujourd'hui, j'espère que vous en savez un tout petit peu plus, et j'ai aussi l'habitude de dire, vous devenez des experts auprès de vos familles. Vous avez eu des informations, vous pouvez retirer certaines idées reçues et puis donner des arguments clairs. En 2 mots, il faut en parler, il faut en parler, il faut en parler, parlez-en autour de vous. Et il y avait un très bon slogan, et je terminerai là-dessus, de l'ABM il y a quelques années, qui disait « Le don d'organes, je sais pour mes proches et ils savent pour moi ». Et ça, c'était assez simple. Merci beaucoup.